Bonjour et bienvenue dans Top Class. C'est aux Marquises que nous nous rendons aujourd'hui pour y découvrir un oiseau de belle taille. On regarde. Des deux espèces de carpophages de Polynésie française, mon espèce est celle qui est endémique des Marquises. Je suis un oiseau de belle taille, pour un poids de 700 grammes environ. Avec ces mensurations, je ne suis pas très agile dans les arbres. Mais c'est là que je trouve ma nourriture, car je suis essentiellement frugivore. Je mange des goyaves, des mangues, et avec mon bec extensible, je peux avaler tout entier certains fruits, de ylang-ylang, de badamier, de banyan. Dans le passé, j'ai été beaucoup chassée pour ma chair. En l'an 2000, mon espèce ne vivait plus que sur une seule île, Nukuhiva. Grâce à la société d'ornithologie Manu, mon espèce a été réintroduite à Uahuka et cette opération a réussi. Mais sur les deux îles, les aménagements routiers, le surpâturage, les plantes envahissantes menacent mon milieu de vie. Classée en danger critique d'extinction par l'UICN, je suis protégée par la réglementation de Polynésie française. Alors, protégez-moi. Sais-tu que cet oiseau est le deuxième plus gros colombidé au monde? Pour le voir, cap sur Nukuhiva ou Uahuka. Pour l'autre espèce de carpophage de Polynésie française, le carpophage de la société, il faudra te rendre à Makatea, car il a complètement disparu de Tahiti et Moorea. Notre héroïne du jour est Fiorina, une petite fourmi. Mais que la vie est difficile avec elle dans la fourmilière. Regarde. Fiorina est un album éponyme écrit par Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et édité par le CRDP de Polynésie française. Suis attentivement un résumé de son aventure et intéresse-toi aux renseignements que nous pouvons avoir sur sa vie dans la fourmilière. Dès sa naissance, Fiorina ne se conduisit pas comme les autres fourmis de sa fourmilière très ordinaire. Un jour, Mamma Mia ausculta Fiorina qui ne cessait de murmurer « Elle ». La pauvre Fiorina cherchait ses ailes. Évidemment, elle n'en avait pas. Refusant sa modeste condition de simple ouvrière, elle commit beaucoup d'imprudence que ses amis cachèrent au reste de la communauté. Par son caractère égocentrique, elle mettait souvent en péril toute la fourmilière. Un jour qu'elle avait pour tâche l'ouverture des portes de la fourmilière, elle fit exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Les portes à n'ouvrir que l'après-midi, elle les ouvrit le matin, et celles du matin, elle les ouvrit l'après-midi. Un autre jour, elle changea de parfum, et au lieu de porter le parfum traditionnel et obligatoire des fourmis de sa fourmilière, elle alla se procurer un parfum d'ouvrière dans une super colonie voisine. Une petite fourmi de sa colonie ne la reconnut pas et crut qu'elle était tombée en territoire ennemi. À la traite des pucerons, Fiorina ne voulait traire que ses chouchous. Elle ne voulait pas entreposer la nourriture dans les garde-manger collectifs de la fourmilière, mais faisait des réserves supplémentaires. Pour l'enlèvement des déchets, on ne pouvait jamais lui demander de porter les fourmis mortes au cimetière. Elle était tellement sensible qu'elle ne faisait que pleurer. Un jour de fête, elle alla chercher ses invités dans une autre super colonie infestée de fourmis de feu, leurs pires ennemis.
Fiorina n'en fait qu'à sa tête. Fiorina est égoïste. Fiorina ne fait rien comme les autres. Les reproches s'amoncelaient sur la tête de Fiorina. Cette fois, elle comparaissait devant la reine. La reine Sophia cessa sa ponte et, malgré sa contrariété, fut indulgente envers Fiorina, qui put rester dans la fourmilière du pas de souris. Les petites fourmis de feu sont les pires ennemies des fourmis de la fourmilière de Fiorina. Sais-tu pourquoi? Bien que minuscule, la petite fourmi de feu est l'une des pestes animales les plus redoutables au monde. Par ses piqûres, elle peut tuer tous les animaux, même les éléphants, sauf les pucerons qu'elle élève pour leur miella. Lorsque deux colonies de fourmis différentes se rencontrent, c'est la guerre. Et pour deux colonies de fourmis de feu qui se rencontrent. Lorsque deux colonies de petites fourmis de feu se rencontrent, elles s'unissent, deviennent plus fortes et constituent un fléau. Les mésaventures de Fiorina la fourmi sont drôles. Mais il ne faut pas oublier les dangers provoqués par une espèce ravageuse. Quelles précautions peux-tu prendre afin de ne pas favoriser la propagation des fourmis de feu d'une zone infestée à une zone saine? D'autres albums du CRDP de Polynésie française nous alertent sur la protection de l'environnement et les gestes éco-citoyens. Lis ces ouvrages. Urar Imanu, Atoti, Les oiseaux d'un paradis. C'était une adaptation du texte de l'album Fiorina de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et édité par le CRDP de Polynésie française. Ouf, Fiorina ne sera pas bannie. L'histoire de Fiorina nous donne des renseignements sur la vie des fourmis dans une fourmilière. Tâche d'en savoir plus en te documentant sur les fourmis. Plus fréquent que les cyclones et les tsunamis, un risque majeur frappe régulièrement Tahiti et les îles de la Polynésie française, les inondations. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Peut-on le prévenir? On regarde. Inondations, éboulements, coulées de boue, glissements de terrain sont des phénomènes rapportés régulièrement par la télévision et les journaux en Polynésie française. Tu as peut-être été témoin de l'un de ces phénomènes. Souviens-toi du week-end du 5 au 7 mars 2010 à Tahiti, dans les autres îles de l'archipel de la Société et au Tuamotu. De fortes pluies doublées d'orages provoquent des inondations. La station météorologique de Faa'a enregistre un record de précipitations. 200 mm d'eau en 24 heures. Plusieurs quartiers de Papeete sont inondés. Des secteurs de la ville sont impraticables. La circulation automobile est paralysée en ville. Le tunnel sur le front de mer est immergé et fermé à la circulation. Des éboulements et des débordements de rivières sont nombreux sur la côte est de Tahiti, à Papeete et à Faa'a. Les vallées de Tiperui et de Sainte-Amélie sont transformées en fleuves de boue, charriant de la terre et des détritus. Les habitants ont de l'eau jusqu'aux genoux. On ne compte plus les chutes d'arbres, les caniveaux bouchés, les éboulements. Des maisons doivent être évacuées.
Les inondations sont dues à des débordements de rivières appelés crues. Elles reviennent chaque année à la saison des pluies ou alors de manière exceptionnelle. Les inondations peuvent être dues aussi à de fortes houles en bord de mer et plus rarement au passage de cyclones ou de tsunamis. Comment expliquer ces inondations fréquentes à Tahiti ? C'est le climat tropical chaud et humide qui en est responsable. Il pleut beaucoup de décembre à mars pendant la saison des pluies. La pluie peut durer plusieurs jours et provoque des inondations. En mars 2010, les pluies venaient des masses d'air instables circulant dans un courant de nord-ouest des îles de la Société au Tuamotu. À Tahiti, la côte au vent, c'est-à-dire la côte est, face au vent dominant des alizés, reçoit annuellement 2 fois plus de pluie que la côte opposée, la côte sous le vent. La côte au vent reçoit en moyenne 3 mètres de précipitations par an, contre 1,50 m sur la côte sous le vent. Cependant, d'une année sur l'autre, la saison des pluies peut être irrégulière et la quantité de précipitations variable. Le phénomène de crue et de train de crue sur plusieurs jours est renforcé par le relief montagneux des îles hautes. Le lit des cours d'eau est étroit en montagne, souvent encaissé et accidenté de chutes d'eau. L'eau de pluie qui s'écoule acquiert très vite une grande énergie et une énorme capacité de transport. On parle d'un régime torrentiel marqué par sa rapidité. Une goutte d'eau tombée met 2 à 4 heures pour rejoindre une rivière, puis très rapidement la mer. Ce sont 72 cours d'eau à Tahiti qui concentrent l'eau sur des pentes fortes en montagne. Le bassin versant qui concentre l'eau vers une rivière est réduit en superficie et la longueur des cours d'eau est faible. L'eau arrive très vite et avec une grande énergie dans la plaine littorale et la mer. Lors des crues, les rivières retrouvent leur tracé originel, débordent des parcours endigués et envahissent des zones construites et occupées par l'homme. Des habitations sont alors menacées, inondées, parfois détruites et des populations sinistrées. Sur les versants des vallées et en montagne, de nombreux terrassements ont été faits pour gagner des surfaces de lotissement. Ces zones ont été bétonnées et des routes asphaltées. Les eaux de pluie ne peuvent plus s'infiltrer naturellement dans le sous-sol. Elles rejoignent en surface le volume des eaux et renforcent les inondations. Enfin, lors des crues de rivières, les captages d'eau dans les vallées sont souvent détériorés et leur accès difficile. L'approvisionnement en eau est perturbé. Les fortes précipitations provoquent aussi des éboulements, des coulées de boue ou des glissements de terrain. Les talus dans les lotissements en montagne ou sur les versants de vallées peuvent s'effondrer sous l'action de l'infiltration des eaux. Les terrassements en sont souvent responsables. Si la plupart des glissements de terrain n'entraînent que des dégâts limités, des phénomènes de taille exceptionnelle sont de nature à causer des catastrophes. Ainsi à Taha, dans la commune de Tiva, à Ourepiti, le 6 février 1998, une colline détrempée par de fortes pluies s'effondre sur l'étroite plaine côtière et le lagon, emportant 4 habitations et leurs habitants. Le bilan est lourd, 8 morts et 1 hectare de boue épaisse de 2 mètres sur la route et dans le lagon. Les inondations représentent 60% des catastrophes naturelles dans le monde en dehors des épidémies. Une commune sur 3 en France est inondable, soit par les débordements de rivières, soit par l'invasion de la mer qui passe au-dessus de digues. Peut-on prévenir des risques liés aux inondations ? Les prévisions météorologiques permettent d'alerter à temps la population et de prévenir des risques. Les zones inondables doivent être repérées, là où par forte pluie les rivières débordent ou que la mer envahit lors de tempêtes, de cyclones ou de tsunamis. Ces zones inondables doivent être interdites à la construction d'habitations. Il existe depuis 2007 en Polynésie française des plans de prévention des risques naturels, PPR. C'est à chaque commune d'adopter ces plans et de prévoir les secours en cas de sinistre. Mais on ne peut être totalement à l'abri de phénomènes exceptionnels qui arrivent rarement. Pourquoi les inondations sont-elles un risque majeur en Polynésie française ?
Située dans la zone tropicale humide, la Polynésie française connaît chaque année une saison des pluies plus ou moins importante. Il peut pleuvoir abondamment plusieurs jours de suite. Les rivières dans les îles hautes sont saturées. L'eau s'écoule avec force et rapidité et se concentre vers la plaine littorale et la mer, provoquant des inondations. Les pluies provoquent aussi des éboulements et des glissements de terrain. De fortes houles en bord de mer et plus rarement des cyclones et des tsunamis sont responsables d'inondations. La construction d'habitations dans des zones inondables en bord de mer ou à proximité de rivières est dangereuse. Elle doit être interdite. Connais-tu les consignes de sécurité diffusées lors de dangers d'inondation par le Haut Commissariat et les autorités de Polynésie française? Recherche-les avec tes camarades. Bonne recherche! Tu viens de voir un risque naturel majeur en Polynésie française. Il en existe d'autres que nous aurons l'occasion de découvrir. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Approchez, approchez les enfants. Le spectacle commence. J'ai hâte de voir le numéro suivant. Waouh, génial la roue! Que va-t-elle utiliser? Les verres? Ou les assiettes? Elle va jongler avec 2 assiettes et un verre. Oh là là, je suis sûre qu'elle va tout casser. Continuez à bien observer ces petits mots. Vous allez comprendre à quoi ils servent. Ma couleur préférée est le jaune. Allons-y pour la jaune alors. Et ou sont 2 conjonctions de coordination. Elles permettent de relier des mots, des groupes de mots. Ouh là là, elle a la tête à l'envers. Une conjonction de coordination peut relier 2 noms, 2 adjectifs, mais aussi 2 propositions. Elle est forte. Ni toi ni moi ne pouvons faire cela. Tu viens d'employer une conjonction de coordination, Lila. Ni. Ah oui, je n'ai même pas fait exprès. Et il en existe d'autres encore. Mais où est donc ornicar? Ce sont les conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicar? Mais où est donc ornicar? Waouh! Les conjonctions de coordination servent à relier ou coordonner des mots ou des propositions. Et n'oubliez pas, les conjonctions de coordination sont toujours invariables. Ah, te voilà! Désolé du retard, c'est à cause de mon vélo. Mon vélo a crevé. J'ai réparé mon vélo. Mon vélo roule bien maintenant. Tu as 4 vélos? Non, pourquoi? Parce que tu as répété 4 fois le mot vélo. C'était le même. Alors, tu n'as pas besoin de redire son nom à chaque fois. Une première fois suffit. Mais si je le répète, c'est pour que tu comprennes bien qu'il s'agit de mon vélo. Comme tu m'en as parlé au début, je sais bien que celui dont il est question. Tu vois, à ta place, j'aurais plutôt dit « c'est à cause de mon vélo. Il a crevé. Je l'ai réparé. Il roule bien maintenant. Il suffit juste de le remplacer par un pronom. » Remplacer mon vélo? Mais ce n'est pas possible. Je l'aime trop. Et puis, c'est le mien. Tu vois, tu sais les utiliser tout seul, les pronoms. Tu n'as pas répété vélo. Tu l'as remplacé par les pronoms L' et le mien. Tiens, à ton tour maintenant. On va faire un petit test. Je te donne 2 phrases et dans la deuxième, tu dois remplacer le nom pour ne pas le répéter. Ma sœur aime les pâtes débordent dans son assiette. Celle-ci déborde dans son assiette? À mon tour. On y va en patin à roulettes. N'oublie pas de prendre les patins à roulettes qui sont à ta pointure. N'oublie pas de prendre ceux qui sont à ta pointure. Gagné!
Les pronoms, ça sert à remplacer un nom ou un groupe nominal pour éviter les répétitions. Et c'est bien plus agréable et correct. Oui, et avec des patins à la bonne pointure, c'est plus agréable qu'avec une paire trop grande. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi un migrant? Un migrant, c'est une personne qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Souvent, il part chercher du travail, car il n'y en a pas dans son pays. Souvent également, les migrants fuient un danger. Leur pays connaît un conflit, comme c'est le cas dans les territoires palestiniens. Ou bien ils partent pour fuir un dirigeant autoritaire, comme en Syrie par exemple. Leur départ peut être aussi la conséquence d'une catastrophe naturelle, lorsque des inondations, un typhon ou un séisme a ravagé leur lieu de vie. Mais les migrants sont-ils toujours des personnes qui fuient une situation douloureuse? En fait, pas toujours. Beaucoup partent aussi pour rejoindre un membre de leur famille, déjà installé dans le pays. Ils choisissent de partir pour améliorer leur vie, avoir un meilleur salaire, plus de confort, ou parce que leur métier le nécessite. Mais les migrants dont on parle aux infos sont souvent ceux qui n'ont plus d'autre choix que de partir. Beaucoup viennent de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ils traversent la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Ces migrants sont parfois des centaines entassés sur de petites embarcations où ils risquent leur vie. Ils sont aussi la proie des passeurs, ces personnes qu'ils paient très cher pour les aider à traverser et qui profitent parfois de leur situation désespérée. Pour ceux qui réussissent à débarquer en Europe, c'est souvent le début d'un long parcours pour reconstruire leur vie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Bon, maintenant qu'on connaît nos tables de multiplication, on va pouvoir s'amuser un peu. Hé les robots, je parie que vous savez pas multiplier par un nombre qui se termine par 0. D'abord, vérification. 3 fois 2 bulles. 6. Bravo. 4 fois 3 bulles. 12. Excellent. 4 fois 5 bulles. 20. Formidable. Et 20 bulles, c'est 2 dizaines de bulles. On y arrive. Donc si à la place de faire 3 fois 2 bulles, on voulait calculer 3 fois 20 bulles. Il n'y a qu'à compter. Ah oui, c'est un peu long et compliqué, hein. Écoute-moi. Puisque 20 bulles, c'est 2 dizaines. Il faut calculer la multiplication comme s'il n'y avait pas de zéro. C'est cela. Ensuite, il faut replacer le zéro des unités à la droite du résultat. « 3 fois 2 égale 6. On multiplie d'abord le nombre de dizaines. Ça fait 6 dizaines. Et 3 fois 20 égale 60. C'est 3 fois 2 dizaines qui font 60 unités. Vous voyez les robots, c'est plus rapide de multiplier comme ça. On essaie ? Prêt ? 50 fois 4. Dans 50, il y a 5 dizaines. 5 dizaines multipliées par 4 font 20 dizaines. Et je rajoute le zéro des unités, ça fait 200. Bravo! Encore plus fort. 120 fois 3. Voyons. 12 dizaines multipliées par 3 font 36 dizaines. Donc, 120 fois 3 font 360. Vérification ? Bravo, c'est gagné! Les robots, vous êtes les plus forts. Vous avez tout compris.
Attention, attention! Tous les robots sont attendus sur la ligne de départ. Je répète, tous les robots sont attendus sur la ligne de départ. Oh là là, tous ces robots! Oh. Bon, alors disons que les bleus sont à toi et les verts à moi. Ben voyons, petit frère, tu crois en avoir plus? Ce n'est pas certain. On va vérifier. Les bleus d'un côté, les verts de l'autre. Merci. Toi, tu comptes les bleus et moi, je compte les verts. Alors, moi, j'ai 6 groupes de 12 robots. Et moi, j'ai... Oh là là, 3 groupes de 26 robots. Ça fait combien tout ça? Franchement, les robots, vous auriez pu vous mettre par 10. Ça aurait été plus simple, non? Laisse-les faire, les têtus. Tu viens de me donner une idée. On peut estimer leur nombre. Tu as 12 robots dans chaque groupe. Quelle est la dizaine la plus proche de 12? On voit bien que 12 est plus proche de 10 que de 20. Oui. Et pour les 6 groupes, chaque groupe a 12 robots. 12 fois 6, c'est presque 10 fois 6. C'est donc presque 60. On appelle ça estimer l'ordre de grandeur d'un produit. J'ai compris. Il faut trouver la dizaine la plus proche. Toi, tu as 3 groupes de 26 robots et 26 est plus proche de 30 que de 20. Tu as 3 groupes. Alors 26 fois 3, c'est presque 30 fois 3. C'est donc presque 90. Mais oui, pour estimer l'ordre de grandeur d'une multiplication, il faut approcher le nombre le plus grand à la dizaine la plus proche avant d'effectuer le calcul. Ouais, et moi, avec presque 90 robots, j'en ai plus que toi qu'on a presque 60. Tous les robots sur la ligne de départ. Je répète, tous les robots sur la ligne de départ. Oh, le beau cerisier! Mais elles sont où les cerises? Mais Julie, tu sais bien qu'il faut plusieurs semaines pour que les fleurs se transforment en fruits. Regarde. Ça alors? Pourquoi une fleur donne-t-elle un fruit et pas l'autre? Pour avoir un fruit? Mais non, il vaut mieux que Grégoire et son ami te montrent. Bon alors, regarde bien. Les pétales, les sépales, les étamines, avec à leur extrémité les grains de pollen, qui sont les organes mâles de la fleur. Et le pistil, l'organe femelle de la fleur qui contient l'ovule. Pour qu'une plante à fleurs puisse avoir des fruits, le grain de pollen doit rencontrer l'ovule. Mais comment font-ils pour se rencontrer? Pistil et étamine sont loin l'un de l'autre. Ah, ça c'est... Ah non, l'abeille! Les cerises, c'est pour moi! Rassure-toi, Julie, les abeilles préfèrent le nectar. Le nectar. La fleur en produit pour l'attirer, et comme notre abeille est insatiable, elle passe de fleur en fleur et transporte le pollen accroché sur son dos. Pour le déposer sur le pistil d'une autre fleur qu'elle pollinise. Génial! Et comme toutes les abeilles travaillent ensemble, c'est presque toutes les fleurs du cerisier qui sont fécondées et donnent des cerises en quelques semaines. Merci les abeilles! Grégoire, tu m'en cueilles un plein arrosoir, s'il te plaît? Il n'y a pas que les abeilles. Le vent et même d'autres insectes font ce travail de pollinisation. Waouh! Merci Grégoire. Monsieur le jardinier, vos bégonias et vos tulipes sont magnifiques. Je veux les mêmes dans mon jardin. Mais je n'ai pas de graines. Merci, Julie. Mais tu n'as pas besoin de graines. On n'a pas besoin de toi non plus, petite abeille. La pollinisation, c'est pour la reproduction sexuée. Pour reproduire des bégonias... Mais montre-lui plutôt, Grégoire. Mais arrête, Grégoire! Je ne veux pas que tu les coupes. Ne t'inquiète pas, Julie. Grégoire coupe un seul rameau pour le placer dans un verre d'eau. Pour la tulipe, Grégoire va faire autrement. N'aie pas peur, Julie. Regarde bien. C'est ce qu'on appelle un bulbe, non?
Oui, et si tu le plantes dans ton jardin, Julie, tu auras une tulipe exactement identique à celle-ci l'an prochain. C'est incroyable! Alors la tulipe peut se reproduire toute seule à partir d'un bulbe. Oh, il n'y a pas que les plantes à bulbes qui peuvent le faire. Il y a aussi les plantes à tubercules. Tu trouvais mes pommes de terre magnifiques? Ce sont en fait des tubercules qu'on trouve sous terre. Ah! On les ramasse pour les manger et on en replante une pour en avoir de nouvelles. Tu as déjà vu une pomme de terre germer? Bien sûr, il faut plusieurs semaines. Et pour les fraises, comment ça se passe? C'est un peu différent. Tu vois ces rameaux tout frêles? Si tu plantes cette partie dans un pot, des racines vont naître et une nouvelle plante va pousser en quelques semaines que tu pourras mettre dans ton jardin. C'est le marcottage. À moi les belles fraises! Mais, et notre bégonia? Il s'en est passé du temps. Eh oui, lui aussi a développé des racines. C'est le bouturage. Tu vas pouvoir planter cette bouture dans ton jardin. Donc, il existe des plantes qui peuvent se reproduire sans graines par bouturage, par marcottage ou en produisant des nouveaux bulbes ou des nouveaux tubercules. C'est la reproduction asexuée. Ce n'est pas elle que les courtisans portaient autrefois autour du cou. Elle n'enveloppe pas non plus les intestins du veau. Elle ne pend pas davantage sous le bec du dindon. On ne la trouve ni chez l'ébéniste, ni chez le dentiste, mais au jardin. C'est la fraise. Un beau fruit, bien rouge et bien sucré. Ni graines, ni pépins à l'intérieur. Bizarre pour un fruit. Et si la fraise n'était pas un fruit comme les autres? Au printemps, après le calme hivernal, quand le soleil se fait chaud, le pied de fraisier s'éveille. Au centre de la fleur, entourée d'une couronne d'étamines, une pelote de minces bâtonnets, les pistils. Ces bâtonnets sont piqués sur le cœur de la fleur, le réceptacle. Ils sont tous identiques et on peut en compter jusqu'à 500 par fleur. Attiré par les gros pétales blancs, un bourdon visite les fleurs. En s'en nourrissant, il disperse les grains de pollen dans l'air, mais aussi de fleur en fleur. La fleur fane, la fraise grossit, elle mûrit. C'est donc bien de la fleur que provient la fraise. Quand les étamines mûrissent, elles s'ouvrent et laissent échapper des grains de pollen. Les insectes transportent les grains de pollen des étamines d'une fleur vers le pistil des autres fleurs. Quand les pistils ont été pollinisés, ils se développent très peu. On peut alors les appeler des semences. En fait, c'est surtout le cœur de la fleur, le réceptacle, qui se développe.
qui rougit. Comparé à lui, l'ancien pistil n'a pas vraiment grossi. La fraise mûre pourrit rapidement, mais en général, les semences libérées ne germent pas. Le jeune fraisier naît de l'enracinement des gourmands. Ces longues tiges que les pieds adultes envoient autour d'eux. Le jeune plant prend des forces, et après un hiver au ralenti, lui aussi nous régalera. Peut-être. Allez-y. Garez-vous ici. Docteur, je n'en peux plus. Il m'a collé un jerrycan au derrière, ensuite une rampe de phare et maintenant un pare-buffle de 100 kilos. Tout ça, ça prouve sa virilité, non? Oh, moi, ça m'écœure. J'ai pas besoin de 4 roues motrices pour me garer en ville, ni de pneus extrême désert pour emmener madame acheter le pain. Ah, je vois. Vous souffrez d'un trouble de l'apparence. Mais c'est pas que mon image. Je pèse 2,5 tonnes et je consomme 18 litres au 100. 18 litres? Aïe, 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 vous en avez gros sous le capot. Un turbo et 300 chevaux. Tout ça pour emmener 2 gamins à l'école du quartier. Évidemment, c'est pas facile à assumer. Docteur, j'en ai assez de faire semblant. Si c'est un problème mécanique, opérez-moi. Je veux devenir une voiture. Bonjour, Fidelio. J'ai du mal à choisir entre ces 2 quadrilatères. C'est pour préparer une surprise. Pas facile en effet, l'artiste. Ils sont aussi beaux et géométriques l'un que l'autre. Allez, je choisis le rectangle. Il me plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Tu n'es pas sûr d'être un rectangle? On te rassure tout de suite, tu es bien un rectangle. La preuve, tu as 4 côtés et 4 angles droits. Tu lui montres le pinceau? Mais pourquoi vous aimez tant ce rectangle, l'artiste? Je ne sais pas trop. Disons qu'il a quelque chose de spécial. Quelque chose qui m'attire. Peut-être a-t-il des caractéristiques qui vous touchent? Et si on les étudiait un peu? Qu'est-ce qui fait qu'un rectangle est un quadrilatère particulier? Ah oui! Merci, le pinceau! À vue d'œil, on dirait que ces 4 côtés ne sont pas tous de même mesure. Ouais, vous avez raison. Il a même 2 côtés plus petits que les 2 autres côtés. Voilà déjà une caractéristique intéressante. Voyons s'il y a autre chose. Ouh, tu as vu, Fidelio? Les 2 petits côtés sont exactement de même mesure. Oui, et je me demande si c'est la même chose pour les 2 grands côtés. Eh oui, ils sont de même mesure eux aussi. On appelle les 2 grands côtés longueur. Oui, et les 2 petits côtés, largeur. Dans un rectangle, la longueur est toujours plus grande que la largeur.
Et donc, un rectangle à ses côtés opposés, de même mesure. Oh, je trouve ça passionnant. Voilà pourquoi le rectangle me plaît tant. Et regardez ces deux lignes rouges que le pinceau a tracées. En les suivant, on peut plier le rectangle en deux parties égales, en longueur ou en largeur. Ce sont les axes de symétrie. Oh, ça m'inspire. J'adore les caractéristiques du rectangle. Mais dites-moi l'artiste, vous parliez d'une surprise? Ah oui, eh bien, je vais transformer ce beau rectangle en toile sur laquelle je vais peindre... Joyeux anniversaire, mon bon Fidelio! Oh, merci l'artiste, c'est une magnifique surprise. Et merci à toi le pinceau, tu nous as bien aidés. Oh non, 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 ça ne va pas. Oh, mon bon Fidelio, je dois dessiner un drapeau pour un nouveau pays, Rigololand. Mais je ne trouve pas d'idée. Et comment doit-il être, ce drapeau? Ah, il doit être très coloré. J'aimerais aussi qu'il soit géométrique et qu'il soit rectangulaire, comme cette feuille. Et si vous vous inspiriez des propriétés du rectangle? Par exemple, nous savons qu'un rectangle a 4 angles droits. Ah oui! Ces petites marques d'angle sont jolies. Peignons-les en vert. Elles iront très bien sur mon drapeau. Mais ça ne suffit pas pour faire un drapeau. Qu'est-ce qu'un rectangle a d'autre comme propriété géométrique? Mais oui! Les deux grands côtés sont de même mesure. Je vais donc les peindre de la même couleur. Les deux petits côtés sont aussi de même mesure. Peignons-les de la même couleur. On avance bien. Tu nous montres une autre propriété du rectangle, le pinceau? Eh, regardez l'artiste. Si on plie la feuille en suivant cette ligne, ces deux parties se superposent parfaitement. Oui! Et cette ligne, c'est l'axe de symétrie du rectangle. Oh, il me plaît lui aussi. Oh, et il y a deux axes de symétrie. Un dans le sens de la longueur et l'autre dans le sens de la largeur. Il me plaisent aussi ces deux axes rouges. Gardons-les pour plus tard. Mais ça ne suffit pas pour faire un beau drapeau. Voyons d'autres propriétés du rectangle. Tu as une idée, le pinceau? Oh, quelles sont ces lignes qui relient les sommets opposés du rectangle? Et on voit qu'elles se superposent parfaitement. Elles sont donc de même longueur? Ah oui, ce sont les diagonales. Autre chose, le pinceau. Qu'est-ce que tu veux nous montrer avec ce compas, le pinceau? Ah, je comprends. L'écart entre les deux grands côtés est toujours de même mesure, ce qui signifie que les deux grands côtés sont parallèles. Et les deux petits côtés sont aussi parallèles. Je crois que nous avons vu toutes les propriétés du rectangle. Oh, ça m'inspire, ces belles lignes colorées. Les angles verts, les axes de symétrie rouges, les diagonales bleues, les longueurs jaunes et les largeurs oranges. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'y ajoute un smiley. Et voici un beau drapeau pour Rigololand. Yaurana imanava i roto i te ief anhor a top class. Titi oru, wa i te anei o tau te he aroa? A whaar o mai i te ie paripari whenua.
Te whaaite mai rā te puta no te ie mahana I te tei a ai nhen he roa no te mau manu no tua I te mau pē whenua e nā nama. E mate te me oe te a ai o ke manu o ke hini, papehia e Lili o Kaulani, Marie Rose te ki te etini, penihia e Vashi Cedric Doom, nene ihia e te pu CRDP no Polinetia Wharani. Te ia te taiha apotora o te ai no ke manu o ke hini. E manu toa e te maitai o ke manu o ke hini. Manu hawiti mau no te tai e rere atea o ia I roto I te rai. A pehia I tona hoahere o mehe anu. Manu kiwi, ua pura, o hau atu tona hawiti I te mau manu atoa. E ti ara I tona. E mata I te atu tonu oia na te mau manu atoa. I te ho e mhana, hopu atu rao mehe anu. No tōna tapi newa, haere I horao ke manu ke hini e maimi I ana. Wa moe a oia I ana, te I te manu o te teira e o manu peke, te te manu taua oia. Wha I te atu nei te e a ke manu ke hini, I te rawe ano te wharerei whaahau I a mehe anu. Te roto oia I te au Hawaii ki nui. E titau hia ona I a manuia I roto e torua e arora. O tā ke manu ke hini ia I rawe. I te arora matamua, wa haru oia I te huero manu o te otu moara o matuku. Wa aru iana e wa manu ia mai. I te piti o te arora, wa haru oia I te huero manu a Aki Honu. Aro atura iana, manu ia I hora, te rā wa moe te huero o tāna I haapao. I te toru o te arora, wa haapao oia I te ho e huero, e pata I hora e whanau a manu, mata honu, o tā ke manu o ke hini I whaariro e tama nāna. I te ho e mhana, warewa atu o mata honu, tāna tamai te whaamu. I te ho e ramei o mehe ani, whaaipoipo atura I a ke manu o ke hini. O whaaihora te ho e manu iti, o mehe tai, o te whaaipoipo I a matahonu. Wa tupo te e whaaipoipo a oa oa, I mua I te tā atoa au te mau manu o te tai, e o te aru. Te mau irawa I muri nei, e haapoto a apapa o te tere a tumu o te I aai. A aapiti te mau irawa I te mau tao tano I muri nei. Ma I mira, ei whaitora, ma I rira. I te omuara o te aamu, e orar a oa to ke manu o ke hini, raua o mehe ani. Te rā I te ho e mahana, wa moe o mehe ani. No reira, tere atura o ke manu o ke hini, e maimi a mehe ani. I te omuara o te aamu, e ora a oa to ke manu o ke hini, raua o mehe ani. E huru, ai whaitora. Te rā, I te ho emhana, wa moe o mehe ani. E huru mairira. E tā mata o ke manu o ke hini I te tātai I tāua mairira āra. No reira, te rea tura o ke manu o ke hini e maimi a mehe ani. E huru maimira. E hopiar a oa to te I aai, e mau whaipoipora. Tō ke manu o ke hini raua o mehe ani, e tō matahonu raua o mehe tai. E aha ta te I nā whaipoipora e horoa mai. E aha te whauwhau te I nā whawhaura.
Wa whanau mai o toi te tehi no haapotor au te ai o ke manu o ke hini. Te vei atua te mauputa te CRDP no te whauwha tupuna. Mai te ai o tawhai, o tahiri vheine, o rata, o tuohea. Wa mate te me oe te ai o ke manu o ke hini, papehia e Lilio Kaulani, Marie Rose te ki te etini, peni hia e Vashi Cedric Doom, nen e hia e te pusi RDP no Porinetia Farani. Aita te aai o ke manu o ke hini e whaatia noa rai te prau no te mau manu hururau. Te whaatia atua ra oia i te teiorar a oa oa, a ore ra oto o te mau taata whauwha no taua taura. I te ie nei, a mat e te mei i te tei taua ihi papa api no Porinetia Frani. Ia orana, i te ie mana, e rere atu tatou i rurutu. I te taamutu no tuha apea, i te pē apatu o Porinetia Frani. E tere tatou i te mataina no Vitaria, te ireira te ho e oire teito. E oire teito reiroa e no Oteania. Iau i te ewana a ihi papara o Vera tāne, ua hau i te toru hānere pēpē i Patuhia. E ere hoi o Vitaria i te wahi iau me tei no te nhor atata i taua taura. No te hai a rātou in hoa i reira. No Pierre Vera, ai wana a ihi papa tei tonuhia mai te whare manaha Bishop Museum no te whenua weihi, i ina te motu i te taata. Ai te atua e rawea, en hoi te mau wahi atoa, no atu e wahi au ore. O te teiroto te mea au hia, teiroto nhinheroa, no atu tōna na ina ei. I reira, mea au hune te maa. Are ei te pauta, te whiwhi i Vitaria, ai te ana vai tāmau, ai te ana vai, ai te ato ai e taro. Ina hoi, ei pape no taua mauwha apura, o te taro hoi tā rato mā atumu. E aha te huru o te orara i Vitaria. Te iraroa e te whaamateina i te whaatere a te hoe apora. Tia hia e te ari e te maura atira. Te i oa o taua apora ara, o tere ata, o te areari. Nā o tere ata, o te areari, o ratu i eo. O riro o ti e mo tata, e waa no te ari, e rima no te ari, e mata no te ari, e taria no te ari. No te mea e ratu, nā ratu e autina, e te mo upa atoa, e te pūre no e te inua. Mai ti te opuar ani, e amani ani ratu i te poi, amani ani ratu i te are. O reira, nā rātou ato e auti i te paro teutua, e rawi ia, i nua i oeti te tata, mai te mea, e upa ape tatara tata i rawi. E pauroa te mo upa o no e te eno mai te aro ata mai ani, e amu paro api mai ani, i rute i tā rātou apora. Mea rai atua tā rātou mo e peroena, e nua i oeti inuane. E tā rātou are apora, timuri no e tātou, e te waitu ara taratu ai nura a i ti awa tatatu e parau re kau. E te waitu ara i muri e tatu. E te are o te ari, ti paitei e tatu. E te maora, te parau ria o te autamatea. Te ari, aure tāne autira. Mai te mea, aure tērā nā wau o te are ari i o taira. Te are pātiri, iria te mau moi a te mau oito e woie. Mai te o more ani, mai te rā au ani. No te mea i rutu i te rā nuna tata, e no ora i te are patiri, rātou te aura, e te parau no te inua ta ato. E te mo enemi, e o moene te oire. Ai nini ia tara mo oito, i rutu i te ia marae i Arioini. Api ia rātou i te tapara i tata. Tāno atu e te parau no te api i te tata i rutu i tō rātou orara i te mo anato. O ia te tanura a maane, te atu. Arioi. Te tumu rai mau i atapu e ratu i te tama i ratu uara i tia oire. Era maa u.
No te mea titia oire o le te puna tataru. E mai ore tā rātou mā atumu. E pro ia pa i rātou ati uro. Tira mō tata. Au rea tu e tumu mā ano. No te haapapu i te upo te ara o te tamai i nia i te mau ati piri noa mai e te manui ara au tā rātou mau opu ara. E pupuhi ana te tūtia nā te mau atua no rurutu i nia i te marae. Te ia marae, tōna i o Tararoa. E te epa ai rawe i ana i noi e te ia marae. E te mau mitua i te rāratau. O ia te opu taua. Nā rātou e rawe na te pēni te ia marae. I nei rātou, i pure i tō rātou mau atua te rāratau. Te atua, ono e te tua arai, e parauria tōna i o Teri Reiti. Te atua no e te inua o tai o ia tōna i o. E te atua o rari te moana o Rua Pauri. Ia taiana e taime. E ia rātou e atapu e titai oroa. E pupu e rātou i tā rātou mo tutia. Te tutia mata muaro te raweri e tia mara, e tutia tamari i a tata. E pupu rātou i tō rātou o tua. E nā rātou i o emu. Nā te aurua i aure roa te parau te mura tata. Mau tutia i muri mai, ino e tia mara. Te maa mata mua, te otu mata mua, animara mata mua, e te ia moa mata mua, e ia magatai. E pupu i a tiria, nā te mau taua, e ia manuia mai, te enua, torau te moana, toru te terewa. Te pao, o ai nā te ori. E mana auna rātou e, tira tot maramara mai te pao. A e reti tia are wira, e rawe te mau taua, e te ia mo tamari api, no te ainenera. Ia riro me rātou, e taua e mono i rātou, i tai tō rātou mo opea. Te roa rao ti oire, marae ana. Te wera tā rātou ai ama na e parona e ata inu ai tō rātou mo ori. Rātou e ata inu ne te ari une. E te wera tā rāmara e tinua. Parau ia tā rāmara o aunui. E te wera tō rātou e tapu a pito, no te mautamori i atu i amana. E te ari ani, tira mo tātana. Te wera tō rāmara i ria. Iau i te maimira a pia vera, tahua ihi papa, te toe ao te oire, e piti e te atu e toru hanere wharepote i veina i reira. An eime te ihia, atia e o te ie mo patura arhai. E te wera tō rātou mau are. Vitaria ni, me arai. Me arai rue Vitaria. Parau ia tā mau are, are potata. Are oa ni, me oa u. Ore pe are me tōti ia taun. Tō rātou pe ue, parau mati tera tita e nono. E wera tera matie, i marua. Te rā ia, i te tautahito, no atu te whiwhirhei o te orara, e te mau tama i tā mau, e mea ta ata i Vitaria, e mea nao mau i reira. I muria e te haura o te whenua rurutu, pārua i hora taua nun ara i te i mata in a, no te noho i moerei. Wahai au no te whaapura ataro. I te i mahana, e au ia mau papu te tapa o taua taura, no te maui i muri nei. Parahi ana. Te raia, te vai whaahaura te tei whauwhaau te itehi araini ai te taua ihipapa no Vitaria. Mei te pewe e haere atu oe i rurutu, e iahai ha amaoro, a tāpapa atu i taua wahira. Parhei an e.